Jour de match, finalement, Canadien Sabre, 19h sur RDS. On va en parler avec Marc Denis, qui est présentement à l'Arena. David Perron sera avec nous également, ainsi que Guy Boucher. Je pense qu'on a un pas pire show à On jase. Bonjour, bienvenue à On jase, édition du 9 octobre 2019. Oui. Déménagement s'en vient. Luc Danseau, salut. Salut Martin. Ça va bien? Ça va bien, merci. Jour de match, tu l'as bien dit, ça fait du bien. Là, parce Oui. qu'après deux émissions sans match, on a hâte que ça recommence. En fait. Exactement, Ouais. exactement. Ouais. Salutations à Tim au bouton, ainsi qu'à Roxane qui observe Tim, dans le fond. C'est ce qu'elle fait. Absolument. Roxane observe Tim. Dans le fond, c'est ça, elle nous observe. Non, je pense que c'est Tim. Ah, OK. Alors, moi, j'étais genre observerais Tim. Bon, OK. Ça, c'est moi. Bon. Aux médias sociaux, On a Tim. Tim aussi? Ben Bon, oui, Tim et Tim. Aujourd'hui, jour de match, finalement. La nouvelle vient de tomber. Ça sera King Kincaid qui sera devant le filet du Canadien ce soir. Bon, pas de surprise, là. On s'en doutait depuis quelques temps. C'était pas Price qui... c'est pas Kincaid qui va jouer le match d'ouverture. C'est pas Kincaid qui va jouer le match du samedi soir, alors que Price a des statistiques hallucinantes les samedis. Bref, tout ça pour dire que ce sera un match important pour le Canadien. Moi, je trouve tellement ça important pour ne pas revenir à Montréal avec une fiche de 500. Absolument. Tu sais, je reviens sur on va présenter le sujet du jour, entre guillemets, qui a été proposé par vous, chers auditeurs. Tu sais, on parle depuis le début de la semaine, Canadiens, Sabre. Il y en a qui ont prédit que les Sabres étaient pour terminer devant le Canadien et vice-versa. Ben, on veut savoir, qui va terminer un devant l'autre, dans le fond, et qui réussira, si vous avez une des deux équipes à choisir, à se classer pour les séries, ou est-ce que les deux se classeront, ou est-ce que les deux rateront les séries. Donc, réagissez en grand nombre sur nos pages. Qui finira un devant l'autre? Ça, j'aime ça. Tu sais, à date, là, Steven dit Canadien, Sheila dit Canadien. Allez-y de vos arguments et vos commentaires. On va les prendre tout au long de l'émission. Absolument. Ouais. Donc, dans l'émission aujourd'hui, on va avoir Guy Boucher qui sera avec nous. On va avoir également David Perron ainsi que Marc Denis, comme je le disais un peu plus tôt. Qui tu penses qu'il va finir un devant l'autre? Les Sabres vont finir devant le Canadien. Ah, quand même. Ça a été ma prédiction au début. Je peux pas... OK. Ouais. C'est la messagerie, là. Team Lemay, Team Dansereau. Oui, mais toi, tu avais prédit que le Canadien ferait les séries de Absolument, toute façon. Absolument. J'ai de l'argent à mettre. Je vais mettre ça pas mal plus sur Carey Price que sur Carter Hutton. Moi, j'ai pas d'argent. Que je n'aille pas. J'ai pas d'argent. Ainsi que Ulius Ulmark. Que tu n'ailles pas, oui. C'est mitigé quand même comme... Non, Hutton, je ne l'ai pas pantoute. Ouais. À la défensive, des bons défenseurs, par exemple. Les Sabres, des bons défenseurs, des défenseurs qui vont s'améliorer. Hier, Martin Biron, en entrevue, nous disait que pour lui, là, ça craque les 60 points pour Rasmus Dahlin cette année. C'est pas peu dire. Puis là, Rasmus Ristolainen semble mieux jouer. Et tu sais, ça aussi, c'est une affaire. On a un nouveau coach du côté des Sabres de Buffalo avec Chad Kruger. Fait que la lecture qu'on a de plusieurs joueurs pourrait changer avec un nouvel entraîneur. Ça arrive souvent dans la Ligue nationale de hockey. Donc, allez-y. Qui finira devant l'autre? Les Sabres ou le Canadien? C'est ce qu'on vous demande aujourd'hui. Puis on va demander également à notre ami Marc Denis. Salut Marc! Salut vous autres, comment ça va? Ça va super bien. Oui, ça a discuté d'entendre. Oui. Ben nous, on entend bien derrière toi, par exemple. Oui, exact. Un peu d'action, là. C'est correct. Ça va être un matin. Merci beaucoup, thank you. Oui, c'est ça. On est en train de récupérer des passes de sécurité. Les entraîneurs viennent de terminer leur point de presse. Puis, je vais aller regarder ce qui se passe sur la patinoire en même temps que je vous parle, messieurs. Oui, bien, il n'y en a pas de problème, Marc. C'est ce qu'on aime, c'est le live de ce show-là. Puis en plus, toi, tu dois être content. On pourrait commencer léger. Ralph Kruger qui souhaite de ne pas avoir de morning skate, donc ça fait un peu moins d'ouvrage pour toi. Ça fait pas vraiment moins d'ouvrage, mais écoute, moi, je suis plutôt en accord avec ça. Puis on vient de parler avec Claude Julien. Puis même dans le petit moment privilégié qu'il nous disait, tu sais, le rythme qu'on veut garder dans la Ligue nationale de hockey, le fait que chaque présence est plus exigeante et demandante pour les joueurs, on dirait que ça nous pointe vers, ça se comprend, qu'il y a de moins en moins d'entraînements matinaux. Puis honnêtement, moi, quand j'étais plus jeune, je voulais être dans ma routine. Quand je jouais, là, je voulais être dans ma routine. Je te dirais sur le bord de la superstition.
Mais chose certaine, c'est qu'en vieillissant, je n'avais pas de besoin vraiment de me déplacer 2 fois dans la journée ou surtout d'être sur la glace et de mettre l'équipement. C'est là où ça peut devenir un peu trop routinier, voire blasé. Ouais. Tu veux être sur la glace puis tu veux être en mesure de performer. Fait que il y a des moyens aujourd'hui en 2019, la science le prouve. C'est difficile de récupérer pour le match du soir, puis tu as des moyens de t'activer dans le gym avec le thérapeute pour être prêt pour le match. Écoute, Martin, vous allez être les premiers à le savoir. Ça vaut ce que ça vaut, mais en ce moment, sur la patinoire du KeyBank Center à Buffalo, ce ne sont pas Mike Riley et Christian Foley qui font du temps supplémentaire, ce sont Brett Kulak et Cale Fleury. Alors, ils pourraient être les défenseurs laissés de côté ce soir. J'entrevois pas de changement à l'attaque. De toute façon, il y a seulement que 12 attaquants. Et Claude Gien nous a déjà dit qu'il retournait à ses trios initiaux du match contre la Caroline et des 2 premières périodes contre l'Église. Mais à la défense, il n'y a rien eu de confirmé, mais pour l'instant, c'est Cale Fleury et Brett Kulak qui sont encore avec Kirk Muller et Luke Richardson sur la glace ici du KeyBank Center. Alors, il n'y aura pas de confirmation. On a déjà parlé à l'entraîneur. On va le voir dans le match de ce soir, mais je te dis ça comme ça, on dirait bien que Cale Fleury et Brett Kulak vont être laissés de côté après un match plutôt ordinaire contre les Leafs de Toronto. Absolument. Puis c'est vrai que ça a été des matchs ordinaires. On a mis la pression sur cette unité-là, puis ça serait pas... en plus, tu embarques Kincaid, tu veux peut-être embarquer tes défenseurs 7 et 8 qui sont capables de jouer dans la Ligue nationale de hockey également. Oui, puis tu as 2 matchs en 24 heures aussi. Tu as 2 matchs en 24 heures, tu as 3 matchs en 4 soirs. Faut que tu prennes ça en considération aussi. Puis, il y a une affaire. Si on a dit que le Canadien s'est peut-être pas amélioré énormément au niveau du talent, ils ont pris une année d'expérience, le groupe, et il y a de la profondeur. Bien, la profondeur, on a eu un exemple en 3e période de ce que ça peut représenter comme arme pour Claude Julien quand il a changé ses trios, parce que ça 12 attaquants. Mais comme tu dis, c'est 8 défenseurs, puis tu as de la profondeur à la défense. Il faut que tu sois capable de créer cette compétition-là à l'interne et que cette compétition-là soit saine. C'est-à-dire que ce ne soit pas toujours une punition d'être dans les estrades, mais que tu gardes les 4 qui risquent d'alterner, que tu les gardes sharp. Je dirais pas comme tout le monde dit quand tu traduis l'anglais au français, quand tu dis de les garder ses orteils. Ouais. J'aime pas cette expression-là. Mais tu veux les garder sharp. Tu veux que les 4 aient l'impression qu'à chaque soir, ils peuvent jouer. Tu veux pas gonfler la ballonne d'un gars puis après ça, tu sois sur le bord de la dépression quand tu joues pas. Moi, je l'ai vécu, là, quand c'est pas sûr de ton rôle, si t'es gardien numéro 1 ou 2, là, t'es sûr que tu vas partir le prochain match, là, tu le pars pas. Tu veux que les gars soient en mesure de comprendre qu'ils peuvent jouer à chaque soir. Fait que ça qui arrête de se passer, ça veut pas dire que ça va être encore Riley et Foley demain au Centre Bell contre les Red Wings de Détroit. Peut-être que ça va être Kulak puis Fleury, peut-être qu'on va avoir d'autres combinaisons aussi. Fait que c'est ce qui se passe en ce moment. Écoute, on peut pas être plus live que ça. Tu dis, c'est les 2 joueurs qui restent d'ailleurs d'un entraînement très optionnel pour le Canadien et d'un pas d'entraînement du tout pour les Sabres de Buffalo. C'est très live, puis on aime ça. Puis comme je te dis, les deux, on semble être d'accord sur le fait que c'est de bon augure également pour le Canadien, parce que si on veut continuer à y aller au mérite, bien, demain, ça serait la même chose. Si Riley et Foley connaissent un solide match, pourquoi c'est pas eux autres qui partent le match de demain? C'est ça, exact. Non, c'est ça. Puis au mérite, mais pas punitif. Moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Okay. Tu veux pas qu'un gars comme Cale Fleury, par exemple, commence à avoir peur de faire des erreurs non plus. Non. Mais en même temps, il n'est pas obligé de jouer les 82 matchs là, pour se développer. L'année passée, Victor Mété est allé jouer une coupe de match à Laval, il est revenu, puis on aurait dit un défenseur nouveau. Ça peut arriver aussi là, tantôt ça, pour Cale Fleury, puis ça serait pas une panique non plus. Non, puis je suis certain qu'on aura un défenseur différent à la maison versus sur la route. On l'a vu l'an passé toute l'année avec Kotkaniemi, on en a parlé. Avoir le dernier changement, ça fait une différence pour l'entraîneur. Bien, c'est que là, au lieu d'être à l'étranger, puis peut-être d'être obligé de te défendre parce que tu es un défenseur droitier contre l'ailier gauche qui s'appelle Jeff Skinner, bien peut-être que tu joues contre un gars qui s'appelle Darren Helm, qui est pas très menaçant offensivement demain, puis qui joue à gauche de la 4e ligne des Red Wings de Détroit. C'est ça, là, en bon français, c'est ça. Parce qu'à l'étranger, tu n'as pas de contrôle là-dessus, alors qu'à domicile, ben, ça peut être la décision de Richardson et Claude Julien. Je veux juste annoncer à nos auditeurs, c'est pas une grosse nouvelle, là, mais Michael McCarron a été soumis au ballottage. Probablement, sa blessure à l'aine, il est rétabli sa blessure à l'aine, donc il doit passer par le ballottage si le Canadien veut le céder avec le Rocket de Laval. Cours normal des choses, dans son cas. Ouais. OK. Tantôt, on parlait d'abandonner, mettons, ou ce que Ralph Kruger veut faire avec les fameux morning skate. Moi, je te pose, je voulais amener ça à un autre niveau.
le hockey commence de plus en plus à ressembler au football dans le sens où on a de plus en plus d'entraîneurs, c'est de plus en plus spécialisé, de plus en plus de mise en jeu en zone offensive. Il y a une stratégie qui va avec, comme une remise de ballon sur un jeu au football. Ouais. Est-ce que le fameux walkthrough qu'on a au football, puis l'image que j'ai en tête, souviens-toi quand Équipe Canada avait voulu faire les choses différemment, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de temps quand ils sont arrivés lors des derniers Olympiques. Tout le monde a pris son bâton, des balles puis des running shoes, puis on avait été un walkthrough. À un moment donné, ça va-tu passer par là, juste pour les répétitions de powerplay, etc., puis les gars verraient autre chose que de s'habiller, se déshabiller, etc.? Peut-être. Il y a déjà... c'est drôle parce que ce matin, j'étais chanceux. Je parlais avec Sergio Momesso, Rob Rick, Gary Galley qui va faire la match ce soir pour Sportsnet, puis on jasait, puis les gars me disaient que Sergio Momesso et Rob Ray, entre autres, parlaient au départ, là, les entraînements matinaux, les morning skates, il y en a que ça se faisait en tracksuit, là. Ça se faisait en survêtement d'exercice. Fait que c'est pas impossible que ça retourne ou que ça tende vers ça. Mais écoute, comme je te dis, aujourd'hui, avec la vidéo, avec les outils technologiques qu'on a, ça a déjà changé. Ça a déjà changé. Alors, on l'a vu cette semaine, pour l'entraînement où il y a du système, de la structure, chez Weber est là, participe à l'entraînement, alors que pour l'entraînement où on veut juste se dégourdir avant de prendre l'avion, on le laisse de côté, on le laisse se reposer. Alors, c'est pas... Ralph Krueger n'est pas en train de révolutionner le hockey non plus, mais c'est peut-être une tendance qu'on risque de voir dans les prochaines... écoute, je vais dire dans les prochaines années, mais ça se peut que je te parle dans les prochaines semaines. Les prochains mois. C'est peut-être plus là, Martin, où ça se passe. Oui, le sport évolue tellement rapidement alors qu'on pensait que ça stagnait, la vitesse, etc., les stratégies. On en a parlé, la quantité d'entraîneurs qui augmente. Parle-moi du match de ce soir confirmé, secret de Polichinelle. Keith Kincaid sera devant le filet. Je me suis pas gêné. Martin, je t'arrête. Tu dis que c'est live, hein? C'est live, le show qu'on fait, Martin. C'est très live. La main à Martin Biron. Ah, ben dis bonjour, il était sur le show hier. Ah, tu étais hier sur le show. Martin Biron, qui est un des 4 gardiens de but repêchés en première ronde en 1995, un record à ce jour. Hey, puis vous avez des points en commun, mon chum, Martin Biron, puis toi, tellement articulé, tellement bon, là. Ouais, Martin est un petit peu plus extraverti que moi, mais moi, je vais vous dire de quoi. Martin Biron, là, pour moi, dans ma tête, je sais que lui, il s'est fait une carrière d'auxiliaire dans la Ligue nationale de hockey. Là, je sais que je change de sujet, mais vas-y. Moi, je le vois pas comme un auxiliaire. Moi, je le vois comme un bon gardien, mais ça a été mon meilleur auxiliaire à vie pendant le championnat du monde 97. C'était mon coach et goaler, mon cheerleader. Il était bon pour ma confiance. Écoute, Mike Babcock n'a pas fait jouer. C'était des moments un petit peu plus peut-être tough pour Martin Biron. Puis c'est moi qui ai joué tous les matchs. Puis Martin, c'était mon plus grand supporter. Je le dis, là, lui puis Chris Mason, dans 2 situations, là, ça a été des gars avec qui j'ai travaillé, que j'ai vraiment apprécié. Fait que, ouais, ça fait longtemps que je connais Martin. C'est drôle que tu dis ça parce qu'on l'avait sur le show hier. Puis justement, avec la possibilité que Kincaid soit dans le filet, on a parlé, il n'a pas mieux placé que lui. Il a tellement été un bon numéro 1 et il a été un excellent numéro 2 à de grands gardiens de but, Hachek, Lundqvist, name it. Ouais. Puis on pouvait entendre dans son ton à quel point que quand c'est pas lui qui était dans le filet, oui, ça devait y faire mal intérieurement, mais à quel point qu'il cheerait pour Hachek, à quel point qu'il cheerait. Puis il nous expliquait le nombre de fois que le coach envoyait des messages à travers lui en disant « Là, Martin, il faut que tu sois meilleur pour qu'on puisse te faire jouer devant tout le monde. » Fait que tu dis que ce gars-là était ton plus grand fan. On l'a entendu hier dans le show. Exact. Puis c'est ça. Puis pour revenir au match de ce soir, exact. Kincaid va devant le filet. C'est important pour lui d'envoyer un message de confiance à ses entraîneurs pour qu'ils le fassent jouer, à Carey Price pour qu'il se repose, mais aussi à ses coéquipiers. Pour que, tu sais, quand tu joues, OK, il ne jouera pas le puck aussi souvent et aussi bien que Carey Price, mais il n'y a pas besoin d'avoir un doute à dire « je peux pas donner cette tir-là ». Regarder en arrière, voir si ça va rentrer ou s'il va me donner un retour de lancer. Il faut qu'il y ait un match solide. Il n'est pas obligé de faire partie des 3 étoiles de la rencontre. Il faut qu'il y ait un match solide pour amorcer sa carrière chez Canadien. Écoute, je pense que c'est dans les premiers shows qu'on a fait cette année, tu avais parlé de ce que Stéphane Wade pouvait apporter à Kincaid. Et je souhaitais vraiment que tu aies raison. C'est un gardien de but acrobatique qui se fie beaucoup à ses réflexes. C'est pas le gardien de but le plus square devant son filet. Pourtant, en pré-saison, je l'ai trouvé beaucoup plus compact devant son filet. Je ne sais pas si tu as remarqué ou observé la même chose. J'ai vu un gardien de but qui était plus précis dans ses mouvements que je l'anticipais. Okay. Un gardien de but moins hyperactif. Ça, je pense que ça vient avec l'expérience. Moi, j'ai aimé la façon dont il gère ses matchs et j'ai l'impression que c'est ce qu'on va voir dans Kincaid. C'est sûr qu'on va le voir un peu plus acrobatique que Price. C'est un gars, je sais pas si qui fait à ses réflexes, mais c'est un gars qu'il faut couvrir moins d'espace, qui a peut-être moins d'habileté naturelle.
Alors moi, ce que ça me dit, c'est que c'est un gars qui a besoin de se battre devant le filet. Il n'y a jamais une rondelle qui est dans le filet tant que la lumière rouge n'est pas allumée contre Kincaid parce qu'il peut te sortir une mitaine, un geste acrobatique. On l'a vu. C'est arrivé quelquefois contre Ottawa, mais surtout contre Toronto. Là. On l'a vu dans ses matchs pré-saison. Alors, c'est ce que j'ai vu de Kincaid. C'est un travailleur. C'est un gars qui a 2 ans. Il ne faut pas l'oublier. Là. Moi, je l'ai connu, ce gars-là, quand il y a 2 ans, il a amené à lui seul ou presque les Devils, très sous-estimés en séries éliminatoires parce que Schneider était blessé. Ouais. Donc, il est capable de le faire. Sauf que l'année passée, ça a été en dents de scie. Ça n'a pas été une bonne saison pour lui. C'est la raison pour laquelle il est devenu 3e gardien à Columbus, puis le Canadien l'a signé, sans dire un rabais, mettons, un contrat qui fait l'affaire de l'équipe. Oui, mais on se souvient aussi quand Tiniemi a gagné la Coupe Stanley, puis c'était pas un excellent deuxième. En vieillissant, tu me diras. Oui, exact. Mais tu sais, à 30 ans, je pense que Kincaid connaît son rôle. Puis c'est souvent ces gars-là qui font de très, très bons auxiliaires. C'est des gars très jeunes ou des gars qui sont passés par là et qui ont un petit bagage d'expérience pour être en mesure d'affronter ce rythme de vie-là qui n'est pas toujours évident. Tu sais, tu joues sur la route, tu joues souvent dans des séquences de 2 matchs en 24 heures. Tu joues pas dans les meilleures conditions. Puis des fois, tu sais à 4h30 en arrivant à l'aréna que le gardien de but numéro 1, finalement, il est plus fatigué ou il a plus mal dans le dos qu'on pensait, puis c'est toi qui joues. C'est pas toujours des situations faciles. Là. C'est ça. Hey, Marc, question, t'as pas le droit de dire ton nom. Mis à part toi, qui a été le meilleur substitut à Carey Price? Ben non, mais j'ai pas été vraiment le substitut à Carey Price. Qui a été le meilleur substitut à Carey Price? Si ça créait pas une aussi grande controverse, je te répondrais Yaroslav Halak pour ses performances en sachant que c'est un auxiliaire. Mais quand on dit Yaroslav Halak, le monde pense qu'il a volé le poste de numéro 1 puis c'est un numéro 1, on le voit là. Ça a été un excellent auxiliaire à Rask aussi. Mais tu sais, c'est sûr que la relation qu'il a développée avec Peter Boudaille et Carey Price, ça lui a permis de devenir, je pense, un meilleur gardien de but numéro 1. Fait que ce sont les 2 noms que je te sors. Je suis pas convaincu, par exemple, que Price excellait dans une situation numéro 1, numéro 1B ou numéro 2 comme Allan qui compétitionnait pour du temps de glace. Je pense que Price est un gardien de but numéro 1 qui performe mieux lorsqu'il sait que c'est le gardien de but numéro 1. Je te dirais pas sans équivoque, mais qu'il le sait. Tu sais que c'est pas un challenge direct. Moi, j'étais comme ça quand je jouais aussi. Fait que, tu sais, ça dépend des gardiens. Il y en a qui sont pas capables d'avoir la cage parce qu'ils prennent pour acquis ou ils tiennent pour acquis puis ils performent pas. Puis il y en a d'autres qui aiment pas ça savoir qu'il y a une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Moi, je pense que Price fait partie de ceux qui ont besoin de savoir que leur rôle est en sécurité, mais tu sais, ça ne l'empêche pas de performer. Là. Je pense qu'on l'a vu dans les années. Oui, de toute façon, ça ne serait pas la même chose. Mettons, on aurait Halak à Montréal. Je pense que Price sait très bien qu'il n'est pas menacé. Halak ou pas d'Halak. OK, parle-moi des Sabres avant qu'on se laisse. Selon plusieurs, une équipe à prendre au sérieux. On pose même la question aux gens. Qui va finir un devant l'autre, les Sabres ou le Canadien? Réponds à la question. Et qu'est-ce que tu aimes chez les Sabres? Je vais dire le Canadien parce que je pense pas que les Sabres sont encore rendus, mais les Sabres sont plus coriaces. Écoute, j'ai parlé à beaucoup de monde. Tu sais, quand je me prépare, j'ai parlé à beaucoup de monde dans les 2 derniers jours. Puis c'est une équipe qui est plus coriace. J'ai parlé à des amis à Columbus. Je leur ai dit, vous les avez dominés. On dit non, on a eu plus de ça qu'eux autres, mais on les a pas dominés puis ils revenaient tout le temps. Tu sais, c'était 2-0, ils sont revenus 2-2. On a mis ça 3-2, ils ont égalé. On est allé en overtime. Tu sais, c'est une équipe qui est plus coriace. Moi, je pense que c'est une équipe qui a un petit peu plus de caractère que par le passé. Puis avec Ralph Kruger, ça devient un petit peu une collaboration entre les entraîneurs et les joueurs. Ça devient une équipe qui est un petit peu plus agressive. Mieux structurée, mais agressive aussi, qui va jouer un peu plus rapidement. Un groupe de défenseurs, moi, je pense qu'avec Yoki Ariou, avec Dallin, un an de plus vieux, puis Restalainen, qui est un peu meilleur en transition en zone neutre, qui passe un peu moins de temps dans son territoire à bretter en bon français avec la rondelle. Fait que ça, c'est sûr que ça fait plaisir à des gars comme Skinner et à des gars comme Michael, quand la rondelle elle sort de ton territoire plus vite. Ouais. C'est une équipe qui, pour l'instant, roule à un train d'enfer sur le jeu de puissance. C'est 60% de taux d'efficacité, c'est 6 buts en 10 occasions. Fait que ça a forcé Claude Julien, évidemment, à dire que l'équipe devrait être beaucoup plus disciplinée que 3 pénalités en zone offensive et 2 pénalités pour trop d'hommes sur la glace à date en 2 rencontres. C'est une bonne affaire qu'on affronte Buffalo tout de suite. Le Canadien va pouvoir regarder c'est quoi un power play qui marche. Ouais, puis sais-tu quoi? Moi, je me suis dit, pourquoi le power play fonctionne? Hein? C'est quoi? C'est un peu de tout ça, mais c'est aussi que la deuxième unité, qui est pivotée par Johansson, connaît du succès. Avant, là, tu sais, Eichel, là, c'est sans dire que tout était acquis pour lui, là. Eichel, il avait 19 ans, puis il pouvait passer 2 minutes sur la glace sur le jeu de puissance. Il n'y a personne qui disait rien.
Ouais. Là, maintenant, c'est 1 minute et 10 puis 50 secondes à l'unité de Johansson parce qu'ils ont 2 unités maintenant qui sont capables de le faire. Fait que ça moi, ce que je me fais dire sous l'oreille, c'est que ça a eu un impact. Là. Et sur l'attitude de Eichel, qui devait s'améliorer, et sur le jeu de puissance qui, pour l'instant, là, même si l'échantillon est très, très court, là, connaît plus de succès que dans le passé. All right. On a hâte de voir ça, Marc. Ce soir, 19h sur RDS. Tu seras à Hockey 360 également? Oui, Hockey 360. Écoute, tout ça commence à 18h15. 18h30, une première présentation à 360. Notre avant-match. Puis, écoute, au début, j'avais le goût de présenter mes excuses parce que c'était plus chaotique comme chronique ce matin. Mais finalement, je vais te dire, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on est ensemble. C'est parce que je suis live, je suis là, puis vous vivez mes états d'âme en même temps. Tu sais, je voulais pas appeler trop tard. J'ai appelé tout de suite quand j'ai fini de parler avec Claude Julien. Puis pour ça. Fait que vous avez vécu tout ça en même temps que moi. A1, ta chronique. On invite les gens d'ailleurs à suivre le Instagram de RDS. Tu y es Ouais. en vedette souvent en plus. Fait que là, Hey, ça, c'est nouveau. C'est le fun que tu parles de ça parce que c'est le côté numérique de RDS. Puis, je vais faire ça un peu plus sur Instagram. Je connaissais pas ça des stories il y a une semaine. Puis là, on est déjà 3-4 de postés. On en a parlé la semaine passée, Marc, quand tu as quitté, là, parce que tu as quitté rapidement. On en a parlé à nos auditeurs. J'ai même fait jouer sur mon micro ta première story. C'est ça, exactement. Mais suivez Marc sur Instagram. Il y a des bonnes choses tout au long de la saison. C'est un petit peu d'inédit. Là. On n'a pas le droit de tout faire là, dans le numérique. J'aurais pas le droit de filmer d'interviews des joueurs, des patentes, mais un peu de vestiaire, un peu de ce que je vis sur la route aussi. Là. Fait que des sondages. Écoute, je savais même pas qu'on pouvait tout faire ça. Fait que je suis un peu un novice, mais je vous amène un peu sur la route avec moi. Salut tout le monde. Excellent. On l'apprécie bien gros, Marc, puis on apprécie ta présence à On Jase. On te regarde ce soir. Salut Martin, salut Luc. Salut, bon match. Quand on parle de live, là, on a pris live. Kulak et Fleury font de l'extra. Ça génère des discussions, c'est ce qui est le fun aussi. C'est certain, on va en parler avec le coach Guy Boucher également dans quelques instants. Puis je trouve ça correct. Tu sais, c'était... il a goûté à c'est quoi. Puis tu sais, souviens-toi, là, quand Guy disait... C'est les hors-concours. C'était une autre affaire quand la saison va commencer. Ah, oui, je pense que les deux kids s'en rendent compte. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent s'en aller à la vache. Ça veut juste dire que, tu sais, dans le cas de Fleury, il va aller en haut, au galerie de presse, il va regarder ça, il va faire. C'est vite. Absolument. Tu as raison. Il y a 2 matchs en 2 soirs. Marc l'a mentionné aussi. Il y a plein de contextes à ça qui rentrent en ligne de compte. On va mettre fin au Facebook Live dans quelques instants, mais je veux lire des commentaires. Vous avez été plusieurs à réagir. Fred Julien dit « Je serais déçu que Kyle Fleury soit laissé de côté après un match so-so. Il faut laisser la chance à nos jeunes de se développer, prendre la confiance. » Même les Hurricanes, ça n'a pas été facile. Là. On a mis la pression pour Mété puis pour Fleury, c'était difficile. Il parle de son développement. Puis Marc, qui a répliqué à son commentaire, puis il a dit « Moi aussi, je suis 100% d'accord. » C'est un élément de réponse qu'on a reçu. Ça, c'était vraiment live. Puis à la question du jour, entre guillemets, il y a plusieurs éléments de réponse. C'est super intéressant ce que vous avez écrit, les auditeurs. Joël dit à ce stade-ci, c'est pile ou face entre le Canadien et les Sabres, mais le CH est mon équipe, alors je vais dire CH. Oui. On sent la partisanerie quand même là-dedans. C'est bien correct. Oui. Richard dit Buffalo en avant de Montréal, mais Montréal en avant de Floride. Okay. Les gens sont allés de ces commentaires-là. Jean-François va pas bien depuis le début de la saison. Donc, tu parles des Panthers? Ça t'as dit? Oui, j'ai dit Buffalo. Tu as dit Buffalo, ouais. Jean-François dit Canadien avant Buffalo. Puis Bruce, qui écrit souvent sur notre page rds.ca, dit Montréal 8, Floride 9 et Buffalo 10. Et Sébastien Gagné, par rapport à McAaron, dit McAaron, je veux juste rappeler aux gens qui étaient cédés, il va devoir passer par le ballottage pour se rendre à Laval. Donc, il était placé au ballottage ce midi. Encore un an avec Joël Bouchard. Il peut devenir un excellent joueur de 4e trio, peut-être même dépanner sur la 3e ligne. Voilà, c'est l'essentiel des commentaires qu'on a reçus depuis le début de l'émission, mais je vais te laisser inviter les gens sur rds.ca parce qu'on quitte Facebook, mais on continue l'émission. Je vais le faire moi-même. Je suis bien parti. Alors, venez nous rejoindre sur rds.ca. On poursuit la discussion. Merci aux gens de Facebook d'avoir été là, mais faites le transfert vers rds.ca. On poursuit les discussions. Non, toi, raccroche. Oui, non, toi. Voilà. C'est fait. Je ne sais pas, Martin, si on va à Guy ou on va à David. On va aller à David Perron. OK. Voilà, David Perron. On va finir ça avec Guy. C'est tout le temps bien de garder Guy pour la fin. Tu ne sais jamais combien de temps ça va durer. C'est bon. David Perron, qui demain va jouer contre les Sénateurs d'Ottawa et contre les Canadiens de Montréal. David, comment ça va? Salut Martin, ça va bien? Ça va super bien toi-même? Yes, ça va super bien. Avant qu'on parle des matchs, je veux parler un peu de l'actualité du côté des Blues parce qu'il y en a eu. Premièrement, partner Chen a eu un nouveau contrat de 8 ans. Ouais, bien mérité de sa part, là, évidemment.
avec la conquête de la Coupe Stanley, tout ça, il y a eu 2 bonnes saisons depuis son arrivée avec les Blues. Je pense une saison de autour de 70 points il y a 2 ans, 50-55 l'année passée. Puis, garde, je pense que c'est entièrement mérité. Là. C'est un joueur, je pense qu'il a un bon feel de la situation aussi. Il est capable de jouer très physique. Il est capable de jouer de la finesse. Donc, il y a différents atouts à son jeu qui fait qu'il y a beaucoup de valeur pour notre équipe. Là. Et c'en est un autre qui signe 1 an avant de devenir autonome. Lui, il aurait été autonome complètement, mais es-tu surpris de voir la tendance présentement avec ce qu'on a vu cet été, toutes les RFA qui ont décidé d'attendre avant de signer? C'est sûr que du côté de Chen, il allait être sans restriction, donc ça change beaucoup la donnée. Des joueurs comme lui, là, 28 ans, je pense à la fin de son contrat, ou 29 ans, c'est un petit peu plus difficile maintenant d'avoir la durée de contrat comme il y a eu. Donc, tant mieux pour lui. Puis, ça prouve vraiment sa valeur. Puis, je pense du côté de l'équipe, ça fait baisser un peu le salaire à tous les ans. Puis, je sais que c'est de quoi les Blues, ils ont quand même toujours été très intelligents avec la cap salariale. Je pense que Doug Armstrong, c'est le seul directeur gérant depuis le cap salarial qui était imposé en 2004, qui n'a jamais racheté de contrat. Donc, c'est quand même impressionnant là, par rapport à toutes les autres équipes de la Ligue nationale. Wow, c'est une belle stat de GM. Je ne savais pas que les GM étaient rendus avec des stats. Ouais, d'habitude, je pense qu'ils comptent des Coupes Stanley plus que d'autres choses, mais ça aussi, on est à 1, donc c'est pas super. Oui, c'est bon. Écoute, ça m'amène à... J'avais la conversation avec Pierre Lebrun, puis lui, il me faisait remarquer que et les Bruins et les Blues n'avaient pas de joueurs en haut de 7,5 millions lors de la finale de la Coupe Stanley. Puis moi, je parlais après contre Chen, je disais, as-tu remarqué à quel point les Blues, ils n'ont pas les gars à 10, 11, 12 millions, mais ils n'ont pas des nobodies à 3. Vous avez 8 gars en partant de toi là, à 4 millions jusqu'à 7,5 Tarasenko. Puis là, c'est à 3, vous aviez un contrat sympathique avec Maroon, le contrat recru à Thomas. Fait que vous aviez une votre 4e ligne, tu sais comment elle a été bon pendant les séries. Fait que vous aviez une profondeur. C'est comme si vous pouvez changer les joueurs puis tu t'affaiblis pas. C'est comme si vous étiez un groupe uniforme au lieu d'être dépareillé avec des super vedettes puis des moins bons joueurs. Ben, je pense qu'effectivement, là, la force des Blues, c'est vraiment notre jeu d'équipe, notre jeu d'ensemble. Puis justement, je pense que tout le monde faut vraiment travailler pour notre temps de glace. Là. Un gars de 4e ligne peut facilement aller jouer sur le 2e trio si les joueurs font pas le travail. Donc, c'est une des raisons pourquoi j'aime ça à Saint-Louis aussi. Je me suis toujours senti de même. Ça a toujours été un peu de cette mentalité-là. Puis tu as l'impression que quand tu travailles fort, quand tu fais tes opportunités, tu vas avoir la chance d'avoir plus de temps de glace. Puis c'est intéressant pour moi. Il y a quelques années, quand j'étais à Pittsburgh, ça avait moins bien été. Ben c'était la raison principale pourquoi j'étais retourné à Saint-Louis. J'avais parlé avec Ken Hitchcock, puis je savais que même si mon salaire, par rapport à la moyenne de la Ligue nationale, était un petit peu plus bas que les autres, là, puis j'essaie pas de faire pleurer personne là, parce que c'est loin de ça, là, évidemment. Là, j'étais très satisfait, mais ça reste que j'ai eu beaucoup d'opportunités puis je suis vraiment reconnaissant envers l'organisation pour ça. Tu n'as pas à te justifier, David. C'est un rendez-vous quotidien qu'on a. Les gens qui nous écoutent sur le podcast te connaissent, savent très bien à quel point tu fais preuve d'humilité tout le temps. Je veux te parler de Pietrangelo. C'est un chum, mais c'est surtout le sujet dans la Ligue nationale de hockey. Contrat de Chen, sans dire qu'il a fait un deal au Blues, c'est quand même un contrat sympathique, en guillemets, facile à supporter, un 6,5. Tu sens-tu que pour que vous puissiez continuer, il faut que tout le monde... Tu sais, c'est Nick Crosby a dit cet été, il a fait le podcast de Bissonnette, puis il a dit quand tu signes un contrat à rabais, comme il parlait du sien à 8,7, il faut que tout le monde le fasse, sinon ça ne vaut pas la peine. Tu sens-tu que avec les Blues, c'est la même chose, il faut que tout le monde le fasse si vous voulez continuer à garder cette équipe-là intacte? Bien, c'est sûr que oui. De son côté, c'est sûr que Sidney, c'était quand même, je pense, un contrat de 13 ans ou 15 ans avant le lockout de 2012. Donc, c'était la fin des contrats là, à très, très longue durée de même. Mm-hmm. C'est sûr qu'à ce moment-là, c'était by far le meilleur joueur de la Ligue nationale. Puis je pense que c'est la même chose pour notre capitaine. Là. Pour vrai, c'est un de mes meilleurs chums dans l'équipe. Il me parle de temps en temps de sa situation. Puis, avec tout le respect que j'ai pour lui, pour la situation, je suis pas ici pour parler de ça non plus, autre que je sais que sa femme vient de Saint-Louis, il a 3 enfants, il adore ça là.
Il est capitaine, il est très fier de l'organisation, il est très fier d'être le premier capitaine, d'avoir apporté une Coupe Stanley à la ville. C'est la seule organisation qu'il a connue. Puis, dans mon livre à moi, il va tout faire pour que ça marche. Mais il y a le côté business. Il y a toutes sortes d'affaires quand même qui rentrent en ligne de compte. Puis, pour notre équipe, je souhaite que ça va marcher parce que du côté droit, tu regardes Pietrangelo, Falk puis Parayko pendant plusieurs années. Je pense pas qu'il y ait meilleur défensif du côté droit dans la Ligue nationale. Non, mais je trouve que Pietrangelo représente très bien ce que c'est les Blues. Oui, ben exactement. C'est un gars très humble. Malgré tout ce qu'il a accompli à date dans sa carrière, je pense qu'il était à la Coupe du Monde, Jeux olympiques, si je ne me trompe pas. En tout cas, il a fait toutes sortes d'affaires avec l'équipe Canada. Il garde justement son but contre Toronto. C'était son 400e point en carrière. Il y a un seul autre défenseur pour les Blues dans l'histoire qui a fait 400 points, c'est Al MacInnis. Sur ce but-là, c'est le but gagnant. Il a justement dépassé Al MacInnis pour le plus de buts gagnants dans l'histoire des Blues pour un défenseur. Donc, amplement mérité pour lui. Puis tout ce qui arrive là, tellement une bonne personne hors glace aussi. C'est assez exceptionnel. Là. C'est notre capitaine, mais c'est plus que ça pour moi. Yes, sir. Je vous le souhaite en plus. Comme je te dis, pour moi, c'est vraiment l'image des Blues. OK, rapidement, je veux passer à... Il vient de passer à côté de moi. Je suis en train de pomper tailleur. Ouais, mais ça. Ah oui, OK. Dis qu'on fait dire. On va y parler à m'amener. Hein? Tu vas nous bouquer ça, m'amener à Pietrangelo sur le show? Exactement. Oui, mais il parle pas français. Pas grave, on fait le show en anglais, nous autres. Il me niaise tout le temps, justement, que vu que je suis un Français, on a bien du fun avec ça. Mais non, c'est un de mes bons chums, puis je suis bien fier de lui. All right. Vous aviez les devants face à Washington, match d'ouverture, même au chapitre des lancers, là, vous étiez en avance, puis à un moment donné, on dirait que la chaîne a débarqué. Vrai ou faux? Vrai. On a ça de même? Ah non, mais je pensais que c'était... Non, c'est parfait. C'est parce qu'après ça, la chaîne, vous l'avez remis pour les 2 matchs suivants, ouais, Dallas et Toronto. Ben pas entièrement. Je pense que contre Dallas, on n'avait pas aimé notre deuxième période. Même chose contre Washington. Je pense que c'est pas évident non plus au niveau des entraîneurs, au niveau des joueurs, on sait le niveau de jeu. C'est frais sur notre mémoire, le niveau de jeu qu'on avait l'année passée pendant les séries. Puis on veut tout de suite accomplir ça, on veut tout de suite retomber là-dedans. Mais c'est pas de même ça marche. Il faut prendre le temps de bâtir petit à petit, voir des moments dans la saison. Pour 82 matchs, c'est impossible de soutenir ce niveau de jeu-là. Puis honnêtement, je suis quasiment content qu'on commence pas trop fort de même. On a encore des choses qu'on voit qu'on veut s'améliorer. Puis tu sais, contre Toronto, il y a des moments aussi que l'autre équipe, ça fait de gagner, on dit tout le temps ça entre les joueurs, là. Souvent, les entraîneurs rentrent dans la chambre, ne sont pas satisfaits de niveau de jeu, mais tu sais, l'autre bord aussi, ils sont dit la même chose par leur entraîneur, donc c'est pas tout le temps évident. Mais on a aimé notre réponse. Là, notre deuxième période contre Toronto a été une de nos bonnes périodes cette année, puis on a trouvé le moyen de gagner. J'ai écouté aucun match en totalité, mais j'ai pris beaucoup de... Tu sais, j'ai écouté des demi-matchs ou des périodes, entre autres Toronto, je vais t'en parler dans quelques instants. Juste savoir, Dallas, quand vous les avez affrontés, étant donné que ça a été une série incroyable, ces matchs, est-ce qu'il y avait encore de l'aminosité à le deuxième match de la saison? Bien, c'est sûr que tu as tout le temps un gars comme Jamie Benn qui court un peu sur la glace. Mais je pense que, honnêtement, tu regardes notre défensive, notre petit joueur, c'est Vince Dunn, il est 6 pieds. Après ça monte ça dans 6 pieds 3, 6 pieds 4, Parayko 6 pieds 6. Pour vrai, ça doit pas être trop le fun d'affronter nos défenseurs. Puis les gars sont imposants, ils sont capables de jouer physique, ils jouent de la bonne façon. Notre style de jeu, nous autres, c'est vraiment difficile. Puis je pense que en pré-saison, nos coachs étaient un peu alarmés avec le fait que faut tellement travailler fort pour avoir une bonne game en tant qu'équipe. Je pense qu'ils n'attendaient pas à un niveau de jeu de cette hauteur-là en pré-saison. Mais là, la saison commence. Il faut vraiment amener ça. Donc, que ce soit Dallas, que ce soit Toronto ou Ottawa, notre game, elle ne change pas. Nous autres, c'est le même qu'on a du succès. La dernière fois qu'on s'est parlé, les deux, on se demandait comment on va utiliser Justin Falk, qui devient un 3e défenseur droitier. Là, j'ai regardé le match Toronto, fin de match, et Pietrangelo et Falk, qui est à gauche, qui sont là pour alors que les Leafs ont enlevé leur gardien de but. Ça va bien, puis de le promener comme ça, à gauche, à droite, ça marche avec Falk? Je pense que l'ajustement est encore c'est encore un processus, là. On l'a vu justement contre Toronto, le but à Pietrangelo, il avait joué du côté gauche avec Falk.
je pense, les 2 premières parties de la saison. Puis là, en troisième période, ils ont joué quelques présences quand on avait des mises en jeu en zone offensive. Pietrangelo était du côté droit cette fois-là, puis il a trouvé le moyen de rentrer profondément dans la zone puis de marquer le but. Donc, c'est des petites situations de même que, tranquillement, pas vite, la situation va se placer. Puis, c'est sûr que c'est peut-être plus difficile pour les autres défenseurs que pour eux autres, étant donné qu'exemple, un gars comme Bortuzzo joue du très bon hockey pour nous autres. C'est un défenseur droitier, mais on sait très bien qu'il ne jouera pas à gauche. Donc, du côté de... puis il va un peu moins de temps de glace quand tu as Pietrangelo, tu as Parayko, tu as Falk en avant de toi. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile peut-être pour notre 5, 6e, 7e défenseur. Mais pour ces gars-là, ils vont tout le temps avoir leurs 25-30 minutes par soir. C'est intéressant. Là, je veux pas que tu me trouves fatiguant avec Falk, là, parce que, tu sais, je t'ai demandé qu'est-ce qu'il fait, lui, pendant les remises de bagues puis tout ça. Mais là, je regardais la bannière contre Washington, puis là, vous étiez tous dans le coup. Lui, il était où? Il était sur le banc ou il était dans le vestiaire? Je veux juste savoir, il est où? C'est une bonne question, mais j'ai demandé aussi avant le match, tu vas faire quoi, toi? Tu sais, ouais. Évidemment, là, il est rentré dans la chambre, là, ils ont été introduits, puis il a comme sneaké out rapidement. Personne ne s'est rendu compte de ça, puis évidemment, là, c'est rien contre lui. Là, on a gagné sans lui l'année passée. Ben oui. Puis être dans sa situation, je ne voudrais pas plus être sur la patinoire. Donc, il y a eu une belle accueil de la foule, puis je pense qu'il mérite amplement d'être dans notre équipe. Ça va être un joueur qui va nous apporter beaucoup. Puis, jusqu'à date, même en avantage numérique, là, je suis sur le même avantage numérique que lui. Tu vois, son lancer, il est puissant, il n'hésite pas à lancer. Puis, tout le temps des lancers que les joueurs en avant peuvent faire dévier ou ça met le goal un peu sur ses talons. Donc, on espère qu'il va continuer ça. Puis, clairement, il l'a fait toute sa carrière. Donc, c'est sûr qu'il va continuer. David, je ne sais pas, là, mais à Montréal, tu inspires des gens. Stéphane Leroux fait un podcast également à RDS et il a décidé de copier notre formule. Je ne sais pas si tu connais le jeune Hendrix Lapierre qui est très bien répertorié pour le prochain repêchage. Il trippe média et une fois par semaine, au lieu de le faire chaque semaine comme toi, une fois par semaine, il va faire le podcast à Steph Leroux. Et également, il va écrire pour le RDS.ca la semaine qui n'est pas en ondes. Ce gars-là est comme toi, il est super articulé puis il veut parler de la game, mais du côté junior, ça fait quoi de savoir qu'il y a des jeunes qui suivent pas juste ton exemple sur la glace, mais également dans les médias? Ah, c'est super cool. Regarde, j'ai entendu parler de lui dans les 2 dernières années, c'est sûr et certain. Là, je suis pas vraiment si connaisseur du hockey junior que ça. Là. Je veux pas mentir non plus, là, mais oui, j'ai entendu parler de son nom. C'est super le fun d'entendre. Puis regarde tout ça, que sa carrière va bien aller. Puis si ça marche pas au niveau hockey, ben regarde, c'est le côté différentes façons de rester dans le game, le côté média, peu importe. C'est clair. C'est tous des côtés très intéressants. Puis de mon côté, je pense que ça me fait garder l'actualité de la Ligue nationale. On parle de hockey puis on s'amuse ensemble, donc ça passe super vite. Lui, il parlait de l'utilisation du psychologue sportif. C'est-tu quelque chose que tu utilises, toi, David? Ben avec Saint-Louis, je pense qu'on a un, mais j'ai pas parlé. Ça doit faire 3 ans. C'est une bonne nouvelle, ça. C'est une bonne nouvelle. Non, exactement. Je pense que des fois, tu pars des petits points de repère. Je pense que ça dépend de ta personnalité aussi. J'ai jamais 100% cru en ça. Là. Moi, je me dis que, regarde, à date, ça va bien jusqu'à date. Donc, je vais continuer de même. Je vais garder ma mentalité. Puis, honnêtement, j'ai pas d'autres explications plus que je n'ai pas tant utilisé dans ma carrière jusqu'à date. La question phonée. Y a-tu des membres de ta famille que tu leur dis, viens dans à Ottawa, ça va me coûter moins cher que si je t'amène à Montréal me voir jouer? Ouais, toute la gang, s'il vous plaît, venez-vous à Ottawa, pas à Montréal. Non, mais regarde, mes enfants sont venus à Toronto, puis m'a dit une affaire, même les billets que nous, on a là, dans le Lower Bowl, ils étaient en haut de 350$, je pense. Donc, juste, c'est pas que je veux divulguer les prix, puis ça change énormément. Là, j'étais extrêmement fier d'avoir mes enfants qui sont là. Tout ça, c'était super le fun, mais regarde, ça chiffre vite quand tu achètes 3-4 billets, puis la même chose à Ottawa, puis après à Montréal, ben, il va y en avoir plusieurs des amis de gens qui vont venir faire de la fun. Puis honnêtement, je n'ai jamais vraiment été trop regardant de ce côté-là. Je pense que c'est juste un honneur d'être capable d'aller jouer au Centre Bell, puis même chose à Ottawa. Je pense que c'est un feeling spécial de Côte-Canada. L'ambiance est incroyable. Puis là, on s'en va à notre pratique à Toronto, on s'en va à Ottawa pour jouer le match de la main.
Oui, puis tu sais, à chaque année, quand tu viens à Montréal, on se pose toujours la question, parce que j'essaie de faire un peu différent pour... combien tu peux acheter de billets, mettons, c'est-tu quelques billets parce que quelques membres de la famille viennent, ou c'est vraiment genre le gros lot, là? Ben c'est sûr qu'au travers des années, ça a diminué un petit peu, là. Je pense que la première fois, j'avais acheté un billet à tout le monde, mes amis proches, famille, etc. J'avais été en haut de 30, là, facile. Je pense que l'équipe sur la route, on a tout le temps entre 50 et 75 billets disponibles à acheter. Comment ça marche? C'est qu'à la maison, on a tous 2 billets qui comme gratuits, mais sur la route, il faut tout acheter nos billets. Donc, on a un prix à chaque arena qui est différent. Puis, quand j'ai joué à Pittsburgh, mais tu sais, avais un Letang, un Crosby, Dupuis, Lapierre, Simon Després, etc. Il y avait beaucoup de Québécois. Donc, dans ces années-là, ça m'avait fait beaucoup diminuer mon nombre de billets que j'achetais parce que j'avais juste pas le choix de m'acheter moins, étant donné qu'il y avait d'autres Québécois. Puis, ben, ça a comme resté de même. Donc, je suis autour de peut-être 5-6 là, ça. Puis, ça fait mon affaire aussi parce qu'elle veut pas sa chiffre quand même. Là. Je sais pas si tu as lu ça. Nick Suzuki, il a voulu inviter toute sa famille, puis c'est sans le savoir, c'est Jonathan Drouin qui a ramassé le bill. Puis c'est à l'honneur à Jonathan, c'est pas lui qui est allé compter ça dans les médias, là, c'est Nick Suzuki. Ça doit être des affaires que tu vois des fois aussi dans les équipes que tu as jouées. Oui, ça arrive souvent. Je l'ai déjà fait. C'est le fun de voir que Joe a fait ça. J'ai beaucoup de respect pour Joe. Moi, je l'aime en tant que personne. Je l'aime en tant que joueur. Je n'ai parlé souvent positivement, là, même dans son temps de Tampa Bay, quand ça allait un petit peu moins bien. On a le même agent. Puis je sais à quel point il aime la game. Donc, c'est un beau geste de sa part. Puis, mais en même temps, je pense que c'est des gestes qui arrivent un petit peu plus souvent qu'on le pense. Mm-hmm. Mais ça ne fait pas diminuer le geste de sa part non plus. OK, faut-tu que tu prennes l'autobus, là? Tu me flushes-tu? Oui, un peu près de l'eau. Il faut que j'y aille dans pas long, mais regarde, je peux prendre 2 minutes, c'est comme tu veux. Je parlais avec Bélanger de Drouin, puis à un moment donné, on s'est dit, tu sais, ça crisait à peine 2 secondes. Tu sais, d'un coup, là, au match d'ouverture, le gros applaudissement, Bélanger, il dit, c'est sûr que ça ferait une différence dans sa participation, pas dans son estime de lui, mais dans sa, tu sais, tourner le coin là, par rapport aux critiques qu'il y a eu. Là. Ah, regarde, c'est sûr que c'est un sujet un petit peu corsé en tant que Québécois de parler de ça, mais je suis entièrement d'accord avec lui, avec toi. Tout le monde parle depuis des années à quel point ils veulent des Québécois qui jouent pour le Canadien de Montréal. Là, t'en as un que je pense qu'il aime ça là. Même chose pour Dano. Donc, moi, qu'est-ce que je recommande pour les gens, c'est vraiment de l'encourager le plus possible. C'est sûr que ça va toujours faire plus une différence positivement que s'il se fait un peu taper sur la tête. Je sais que côté camp d'entraînement, etc., je sais même pas comment que ça a été, mais je sais que c'est un petit peu négatif envers sa part. Puis, regarde, je suis pas vraiment d'accord qu'un joueur se fait single out de même dans les médias. Mais regarde, je comprends que la réalité à Montréal est différente qu'à Saint-Louis et ailleurs, puis je respecte ça. David, bon match demain contre les Sénateurs, puis on se voit, en tout cas, moi, je vais te voir samedi face aux Canadiens. Bien sûr. Parfait, Martin. Merci beaucoup. Merci à toi, David, et bon match. Ouais, moi, je vais le voir samedi, ça ne veut pas dire qu'il va nous voir. Non. Je lis quelques réactions. On va passer avec... on va s'entraîner avec Guy Boucher dans quelques instants. Les gens ont réagi, évidemment, par rapport à l'entrevue avec David. JP dit « Ça fait des années que Pietrangelo passe sous le radar avant la Coupe. C'était le défenseur le plus sous-estimé de la Ligue et de loin. Puis enfin, c'est passé. » Effectivement. Puis c'est un bon ami, hein, David. On l'a bien entendu dans l'entrevue. Donc, merci à JP d'avoir écrit. Jacques dit « Si les Blues n'ont pas trop de blessures, que les joueurs gardent un bon niveau de motivation, je crois vraiment qu'ils peuvent récidiver et remporter à nouveau la Coupe en 2020. Cette formation est bâtie pour les séries éliminatoires. » Oui, surtout quand ils disent l'intensité qu'ils ont eu besoin. Chaque match était vraiment chirurgical. Oui. Puis là, il dit on peut pas mettre la switch avant puis il dit on va rejouer ces matchs-là. Mais il dit tranquillement, on va s'en aller par là. Puis je suis content. Ça, j'aimais ça, cette partie-là. Oui. Puis effectivement. Puis un autre commentaire qu'on a reçu, c'est qui? C'est Denis, je pense, qui écrivait ça, que c'était fini les dynasties puis que la Ligue est trop équilibrée. On a parlé de salaire également. Puis Richard dit quel bon début de saison de Samuel Blais, qui évolue avec David et Ryan O'Reilly. Donc, merci d'avoir réagi. Toujours en direct avec nous. Gilbert dit quelle classe de David. Ouais. On est super content de l'avoir sur le podcast. Ouais. Sylvain me demande si je pense toujours que Robert Thomas sera un bon joueur. Ouais. Oui! Ouais.
faut se calmer le pompon avec les jeunes, surtout que on pense à l'instantané tout le temps. On veut tous que ce soit des McDavid dans la première année. C'est sûr. Des fois, il y en a que ça prend 2 puis 3 ans dans la Ligue nationale de hockey avant d'éclore. Ouais. OK, mais lui, on va être honnête, on va se dire la vérité. Il a assez éclos pas mal la première fois qu'il est arrivé avec nous autres à RDS. Guy Boucher, salut! Bonjour! Ben, ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va. Attends une seconde. Je vous écoute depuis tantôt. Puis, on fait-tu bien ça? Parler, c'était tellement intéressant sans moi. Ouais, arrête de niaiser. Mais non, mais on a-tu bien fait ça quand même? C'est intéressant? Oui, un petit peu trop. J'avais du fun. Là. Je m'en allais me chercher des chips et un petit drink. Là. Bon, ben on l'a su sur le live, le Guy. Fallin et Riley s'étaient plus sur la patinoire. Et en extra, on avait Kulak et Cale Fleury. Puis, tu as entendu Marc et moi, c'est vrai que ça a été difficile pour le jeune Cale Fleury. C'est correct, ça, troisième match sur la route, dire bon, prenez une pause, allez voir ça d'en haut, puis on va y aller avec 2 gars qui n'ont pas joué depuis le début de l'année? Ben, moi, je pense que pour un jeune, ça n'a pas été si difficile que ça, les premiers matchs. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Là. Je veux dire, c'est parce que je ne sais pas à quoi les gens s'attendent. Tu as un jeune qui rentre, ses premiers matchs dans la Ligue nationale, en plus sa route, en plus contre des bonnes équipes. Mais regarde, moi, je pense qu'il s'est très bien débrouillé. Puis le fait qu'il ne joue pas ce soir, moi je trouve ça très normal. La raison bien simple, c'est que est-ce que tu veux le mettre dans une situation où il jouerait ce soir et demain à la maison, tu lui donnes pas grand chance de bien performer à la maison demain. Fait que là, si tu lui fais une faveur, il a joué 2 matchs, il regarde ces 2 matchs, ce soir il y a un petit break, il regarde ça des estrades, il respire un petit peu, et puis demain ça lui donne toute la chance du monde d'avoir plus d'énergie que le reste des joueurs de son équipe. C'est la même chose avec Kulak. C'est peut-être un petit peu pas osé, mais je veux dire, tu en as 2 qui sortent. Peut-être que normalement, les entraîneurs vont préférer un des 2 réguliers. Mais étant donné que Fleury n'est pas encore nécessairement un régulier, ben, je pense que c'est une opportunité de rentrer les 2 autres. Si tu dis que tu as de la profondeur, il faut te faire jouer. Sinon, c'est pas de la profondeur, c'est des gars d'extra. Parce que si tu attends trop longtemps, ils vont pas bien performer. T'sais, si t'es là petit joueur, ça fait 6, 7 puis 8 matchs que les joueurs jouent pas, ben ça devient pas, c'est pas de la profondeur. Profondeur, c'est des gens que tu t'alternes régulièrement. Et puis c'est ce que Claude fait. Fait que moi, je vois aucun problème avec ça, même que c'est le contraire. C'est un luxe. Fait que il faut. OK, mais attends une seconde. Faut que les gars qui sont bienvenus. Là. À un moment donné, tout le monde veut avoir des bons joueurs, puis ils veulent avoir de la profondeur, mais quand il y en a, après ça, tout le monde se demande comment ça se fait qu'il y a des gars qui ne jouent pas. C'est la même chose à Toronto avec Spezza. Je veux dire, c'est quoi tu veux? Là? Tu veux-tu de la profondeur ou t'en veux pas? Oui, non, j'aime ça. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que demain, ça va aller au mérite? Si Riley et Fallin sortent un bon match, est-ce que c'est eux qui jouent ou l'entraîneur a déjà établi ses cartes, soit tout seul avec lui-même, ou il l'a même exprimé à Kulak et Fleury en disant celle-là, vous allez la regarder d'en haut, puis demain, vous serez dans l'alignement. Le coach garde ça pour lui, puis ça va aller au mérite. Comment ça marche? Tu dis jamais un joueur qui est dans l'alignement aujourd'hui, puis il ne sera pas le prochain match. Tu viens de tuer son match d'aujourd'hui. OK. Tu peux pas faire ça. Fait que là, tu te concentres sur aujourd'hui. On a parlé l'autre jour, toi, Martin. Oui. OK, ça c'est un autre exemple parfait. C'est un autre exemple parfait que tu aurais tué tes 2 joueurs pour me fais tout le temps pogner, tabarouette. Oui, c'est ça, mais c'est parce que là, toi, tu veux que tes 2 joueurs performent puis qu'avec l'espoir de pouvoir rester dans l'alignement. Fait que tu leur parles du match de ce soir, tu leur donnes tous les outils pour performer ce soir. Et après ça, tu réévalues ça. Mais c'est sûr qu'avec ton staff, probablement que tu as dans la tête qu'il y a au moins un des 2, sinon les 2 joueurs qui ont joué les derniers matchs qui vont jouer demain, mais c'est sûr que tu n'as pas le choix d'y aller avec le mérite, sinon tu parles le respect de ce joueur-là puis le respect des autres joueurs. Tu sais, si à soir, les 2 joueurs jouent des super matchs, puis qu'il y en a un qui a 2 buts, puis tu le sors demain parce que tu avais déjà décidé de remettre Fleury, ben là, tu perds tes joueurs comme ça. Fait que, non, il va avec les 2 joueurs ce soir, tu regardes ce qui se passe, puis oui, tu as ton plan B. Prêt pour le lendemain. Mais une chose est sûre, c'est qu'en ce moment, je vois aucun problème à ce que Fleury... les gens ils pensent que ça n'aide pas le jeune. C'est le contraire. Le jeune, en ce moment, là, ça a commencé, beaucoup de nervosité, ça le laisse respirer. Puis après ça, demain, s'il est dans l'alignement ou le match d'après, bien, il va être dans l'alignement reposé. Il va avoir le temps d'avoir de la pression qui s'est estompée. Alors, tu ne lui nuis pas, tu l'aides dans ce contexte-ci. Le commentaire de Fred puis de certains auditeurs tantôt qui disaient, puis tu viens de glisser un mot là-dessus là, sur le fait qu'un défenseur ou qu'un joueur pourrait perdre confiance s'il n'est pas utilisé. Dans le cas contraire, avec Riley puis Fallin, quel genre de relation l'entraîneur entretient avec ces joueurs-là qui ont été laissés
de côté les 2, 3, 4 premiers matchs? Ben, à chaque match, il y a quelqu'un, soit toi ou quelqu'un de ton entourage d'entraîneur qui a discuté avec lui, c'est certain. Ce que tu essaies de faire, c'est de t'éloigner de, tu vas jouer le prochain match, c'est sûr. Tu peux pas faire de promesses. Dans des cas comme ça, tu dis, tiens-toi prêt, ça va bien. Là, en ce moment, il y a des gars qu'on veut utiliser en avant de toi. Et puis, mais à n'importe quel moment, tu peux rentrer dans l'alignement. Fait que sois prêt. Tes entraînements vont bien. On aime ton début. C'est une question de norme en ce moment. Puis quand tu vas avoir ta chance, garde, ça va être au mérite. Alors là, le gars, il ne sent pas que il est pris dans un engrenage où il n'y a pas de promotion de l'intérieur. Ça, c'est la pire chose. Quand tu as quelqu'un ou l'équipe au complet sent que tu ne peux pas avoir de promotion de l'intérieur, tu as un découragement, non seulement chez les joueurs qui sont mis de côté, mais à la longue, surtout aujourd'hui, les jeunes sont, pas juste les jeunes, c'est pas vrai, les joueurs sont beaucoup plus sensibles qu'ils l'étaient avant. Avant, quand un joueur t'a laissé de côté pendant 6, 7, puis 8, puis 10 matchs, moi je l'ai vu, là, ça a beaucoup changé. Là. Avant ça, regarde, tu n'allais pas broyer pour lui, là, mais maintenant, les jeunes sont beaucoup plus sensibles qu'ils l'étaient avant. Alors, ils vont essayer de militer pour que cet individu-là ait une partie de la tarte pour lui. Même des fois, c'est surprenant, il y a des gars qui sont même prêts à laisser leur place pour qu'un autre, tu ne voyais pas ça avant. Là. Ah oui, hein, l'unité est là, c'est à l'unisson. Oh, Tu sais, tantôt, tu l'as entendu, je parlais avec David Perron, là, on parlait de profondeur, à quel point cette équipe-là, des 9 premiers attaquants, on avait un salaire de 4 millions à 7,5, puis tu pouvais interchanger. C'était une équipe, c'était un tout, au lieu d'avoir 1 ou 2 joueurs vedettes, puis le reste. Bon, mais tu peux quand même avoir un tout avec des joueurs vedettes. Je veux dire, si tu regardes Détroit ou Boston, tu as des joueurs vedettes là-dedans. Là, puis oui, mais il n'y en a pas un qui fait en haut de 7,5. Il n'y en a pas un qui fait en haut de 7,5 à Boston. C'était ça la statistique d'ailleurs. Les deux équipes se sont affrontées en finale l'an passé. Les deux sont à 7,5 millions et moins. Pittsburgh, des vedettes, puis il y avait l'unité. Là. Ça c'est pas vrai. Ça, c'est regarder des chiffres pour des chiffres. Là. Quand tu es dans la chambre, il n'y a personne qui parle de chiffres. Là. Il n'y a personne qui regarde tes chiffres. Tu comptes ton nombre de présences à cause que tu fais tant puis tant. C'est pas ça du tout. Là. Ça c'est une bonne gérance du gérant. C'est un désir des joueurs d'avoir des meilleurs joueurs autour d'eux autres, puis tout ça. Mais quand la saison commence, regarde, il n'y a personne qui commence à compter les scènes, puis que pourquoi que tu non, mais ça fait une bonne profondeur. Son gars qui est à 3. Oui, je suis d'accord. C'est ce que ça te donne. Ça te donne la possibilité d'avoir plus de bons joueurs. Non, mais tu as raison, mais c'est pas nécessairement vrai pour toutes les équipes. Et si tu regardes Chicago, tu as des super vedettes là, puis ils ont gagné 3 Coupes Stanley. Fait que les Pittsburgh, la même chose. Fait que, écoute, c'est sûr que quand tu as des gars qui sont des vedettes, qui ont un certain salaire, et puis que le reste de ton alignement est faible, ben là... c'est ça, la disparité. Tu as vu Chicago, ça a pris du temps avant qu'on puisse remplacer tous ceux qu'on a envoyés, là, les Shaw, les Sad, les Bufflin, puis ça. Et là, on a cherché DeBrincat, Strome. Là, on commence à rétrécir l'écart de talent entre Taze et Kane et les autres. T'sais. Là, ça commence à avoir du bon sens. C'est sûr, mais regarde, en bout de ligne, il faut les équipes qui gagnent ont de la profondeur. On regarde Vegas, quand ils sont rentrés dans la ligue. Bon point. Je veux dire, tout le monde dit comment ils ont fait ça. Ben, ils ont fait ça parce qu'il y avait plus de profondeur que les autres équipes. Faute d'avoir des super vedettes, ben, il y avait des meilleurs joueurs sur la 3, des meilleurs joueurs sur la 4, puis parce qu'il n'y avait pas à payer des vedettes sur la première et sur la deuxième ligne. Puis, je regarde les Canadiens en ce moment. Moi, leur grande force, c'est le fait qu'ils ont cette quatrième ligne-là. En ce moment, oui, ils ont des joueurs sur la première et la deuxième ligne, tout ça, mais leur quatrième ligne, pour moi, c'est une des meilleures dans la ligue, ce qui fait que ça leur permet d'épuiser l'adversaire en troisième période, puis ils sont vite sur les 4 lignes. Il y a de la fiabilité, il y a du hockey sense sur ces 4 lignes-là. Ça, c'est un énorme atout, beaucoup plus que, je te dirais, la plupart des équipes dans le national. Oui, puis j'adore ça. Puis on avait parlé à l'extérieur des zones de cette fameuse quatrième ligne-là. D'ailleurs, sur le temps passant, les gens peuvent aller réécouter ta chronique sur Hockey 360 qui était superbe. Tu parlais de cette quatrième ligne-là et là, on est revenu au même trio. Puis moi, je me l'explique un peu en disant,
tu veux avoir Barron et Will qui sont des marchands de vitesse avec Thompson. Tandis que quand il a fait ses changements de trio, c'était Suzuki qui est moins rapide, Thompson qui est moins rapide. Fait que là, il revient à ce qu'il avait au début en sachant que ça fonctionne. Puis s'il a besoin d'un électrochoc, il peut rebrasser les cartes. C'est comme ça que ça marche? Ben oui, puis garde, mais ça marche, ça fonctionne juste comme ça quand tu as la profondeur. Quand tu n'as pas de profondeur, là, tu peux brasser. Si tu brasses c'est une soupe aux légumes, si tu brasses les mêmes légumes, ben, ça va être la même soupe aux légumes. Là. Je veux dire, il faut que tu aies la possibilité d'avoir beaucoup de joueurs qui sont capables de performer. Puis à ce moment-là, ben, dans un match, je vais donner un exemple. Tu joues à ton banc, tu commences le match. Moi, c'est sûr que je regarde un match un petit peu différemment d'un spectateur normal. Là. Moi, je regarde ça comme un coach. Ouais. Fait qu'il a commencé le match avec qui? Il a commencé le match avec la ligne à Thompson à Toronto. Ouais. Parce qu'il ne savait pas trop c'est qui que l'autre côté allait mettre sur la glace. Fait que là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de confiance en cette ligne-là parce qu'il y a de la fiabilité là-dessus, puis il y a de la vitesse. Puis c'était qui à défense? Est-ce que c'était la ligne, la paire numéro 1, Mété, puis... Non, c'était Chara puis Petrie. Alors, je te demande, c'est qui la vraie paire numéro 1? Mais sur le tableau, tout le monde va mettre c'est Mété, puis c'est Weber, parce que Weber est là. Mais dans les faits, c'est qui la première paire? On le voit tout de suite dans le match. Alors, je te demande, est-ce que la quatrième ligne, c'est vraiment la quatrième ligne? Ou c'est plus la troisième ligne, des fois même la deuxième? Parce que si tu regardes le match, avec cette optique-là, tu vas changer d'idée sur ton 1, 2, 3, 4. Mais ça change d'un match à l'autre parce que dépendamment de comment les joueurs performent, tes lignes, puis après ça, tu as des changements de ligne. C'était qui était sur la glace quand Toronto marquait un but? C'était la quatrième. C'était qui a marqué sur la glace quand Toronto prenait du momentum? C'était la quatrième. Mais c'était pas juste pour travailler fort. Tu as du hockey, cette ligne-là. Fait que là, à toutes les fois que tu es sur la glace, reprenait le momentum, avait des lancers au filet, des chances de marquer. Là, après ça l'ouvrait le jeu pour les autres lignes. Et ça permettait de protéger Suzuki sur la route contre la grosse équipe de Toronto. Ça protégeait aussi Kotkaniemi. Puis l'autre chose, c'est que ça prend du temps de glace et ça laisse tes meilleurs joueurs respirer. Fait que rendu une deuxième moitié de match à la troisième période, bien, ils ont du jus. Fait que là, tes joueurs offensifs en troisième période, qu'est-ce qui s'est passé avec le Canadien? Il y avait plus de jus que ceux de Toronto parce qu'ils ont joué à 4 lignes, parce que la quatrième ligne est en mesure d'embarquer souvent puis de prendre un gros rôle. Fait que ce qui fait que ces joueurs-là avaient beaucoup d'énergie pour pousser en troisième puis revenir dans le match. Mais ça, tu peux juste faire ça quand tu as les joueurs pour le faire. OK. Tu as aussi entendu dans le reportage avec Mardoni, Ralph Kruger, qui a lui les morning skates. Là. Oui. Puis là, je veux pas te mettre en dessous du boss. Je mets des gants blancs jusqu'aux épaules. Mais tu nous as dit souvent sur le show, rest is a weapon. Oh puis à un moment oui, donné, je t'envoie le verre. Elle le sait. À un moment donné, je t'envoie. Je peux te dire ça. Parle pas de ton ancien directeur. Attends. Parle pas de ton ancien directeur général. Je sais que tu veux pas, là. Mais pour que les gens qui nous écoutent le sachent, là. Quand Pierre Dorion a dit, si j'entends encore parler que rest is a weapon, je pète ma coche. Là, Ralph Kruger l'a dit. Tout le monde l'a dit. Et là, Marc Denis disait tout à l'heure, ça se peut qu'on se réveille d'ici la fin de l'année et qu'il n'y en ait presque plus du morning skate. En tout cas, moi, je vais le dire, là, ça montre qui avait raison. Fait que rest is a weapon, mon Guy? Ben, je n'ai pas changé d'idée. J'ai toujours pensé ça. Si tu avais une ligue où tu as 40 matchs espacés, comme l'universitaire, par exemple, ben là, on ne parle pas de la même chose. Tu n'as pas autant de déplacements, tu n'arrives pas à 3 h du matin, 4 h du matin sur la route, puis que tu joues le lendemain, des back-to-back, des 3 en 4, des gars blessés. Regarde, les exigences de la Ligue nationale, c'est la ligue la plus difficile au monde, tout sport confondu. Regarde, il n'y a rien de... Il n'y a rien de pareil, là, parce que les exigences sont tellement difficiles dans un match. Puis après ça, d'un match à l'autre, puis à répétition, sur cette énorme quantité de matchs-là. Tu sais, quand tu regardes ça, une équipe, par exemple, Saint-Louis, il va avoir joué 6-7 matchs d'exhibition, 82 matchs, tu es presque à 90 matchs avant une série. Puis là, les séries, c'est quoi? C'est presque 2 mois et demi. C'est fou raide. Moi, je l'ai vécu jusqu'au 7e match de finale de la conférence. Tu sais, les gars, quand ils sortent dans le couloir par en arrière, là, tout le monde pense qu'ils sont blessés. C'est pas ça. Là. Ils s'en vont se mettre le masque d'oxygène parce qu'ils sont plus capables. Tes meilleurs joueurs viennent te dire qu'ils sont plus capables de monter les escaliers, ils n'ont plus de jambes. C'est tellement difficile. Mais quelqu'un qui ne l'a jamais vécu, qui n'a jamais joué du sport de haut niveau-là, ben c'est sûr qu'il n'y aura pas le même genre de commentaires. Mais quand tu l'as vécu, quand tu as vu tes joueurs, les plus en forme, plus capable de bouger, ben là, c'est sûr qu'il faut que tu planifies, puis tu es bien mieux d'être en prévention que d'en remède tout le temps.
Puis moi, je le sais, je me rappelle, les vieux coachs qui m'avaient dit, quand tu passes le point de non-retour, ben, tu peux plus revenir en arrière. Même si tu donnes du repos, regarde, le corps est rendu au bout, tu as passé une limite. Fait que ça, regarde, je l'ai vu à Rimouski. Rimouski a gagné les championnats en plusieurs années. C'était une organisation gagnante. Puis là, quand je suis arrivé là, j'ai vu pourquoi. Puis la première chose qu'il disait, c'était de gérer le repos. Puis rendu, je pense, mi-janvier jusqu'à la fin de l'année, Doris Labonté, regarde, on pratiquait presque plus. Quand on pratiquait, c'était quelques minutes, puis on sortait, puis il n'y avait pas de morning skate. Puis... Fait que, tu sais, moi, le walkthrough comme au football, croirais-tu à ça, m'amener? Ou tu ferais juste même pas venir les gars à l'aréna? Ça dépend. Ça, c'est une autre affaire. Ça dépend des circonstances. T'sais. Moi, la vérité, je me rappelle, junior, Ligue américaine, quand je travaillais pour le Canadien, Ligue américaine, je me rappelle, moi, pas de morning skate. Puis Bob Gainey m'a dit, enfin, quelqu'un qui comprend. Un vétéran, s'il y en a un, Bob Gainey, ça avait été un grand joueur dans la Ligue nationale. C'était un monsieur brillant. Et puis, il m'avait dit, enfin, c'est une perte d'énergie, c'est une perte de temps. Puis même à Tampa, j'ai fait pareil. Puis la vérité, c'est qu'il y a quelques joueurs qui veulent aller sur la glace, mais c'est parce qu'ils sont un petit peu esclaves de leur superstition des fois, puis d'autres choses. Mais en termes d'énergie et d'enthousiasme, là, les morning skate, moi, je les utiliserais seulement quand tu n'as pas pratiqué la journée d'avant. Là, quand tu n'as pas eu la chance de pratiquer ou de jouer la journée d'avant, des fois, ben là, tu vas embarquer sur la glace, puis là, juste jouer avec des rondelles un petit peu, ça fait une différence. Mais t'habiller, déshabiller, arriver à 3 h du matin, t'as levé à 8 h et quelques pour aller à ton morning skate. Tu sais, à un moment donné, là, regarde, ça tente même plus. À un moment donné, tu perds ton enthousiasme à jouer, puis si tu perds ton enthousiasme, ben, tu perds tout le reste. Enthousiasme, ton ingrédient numéro 1. Tu sais, les parents, là, ils cherchent toutes sortes de façons pour que leurs jeunes s'améliorent, puis qu'ils aiment le hockey, puis là, ils les mettent dans toutes les écoles de hockey, puis les ci, puis les ça. Mais l'ingrédient numéro 1, c'est de l'enthousiasme. Après ça, ça devient l'éthique de travail, puis après ça, c'est l'attitude. Mais si tu n'as pas d'enthousiasme, regarde, tu ne peux rien faire. Fait que ce qui fait que, comment tu vas gérer ton enthousiasme? C'est en gérant ton repos. Tu veux pousser ton équipe fort quand c'est le temps de pratiquer, mais tu vas être capable. Gars, ils ont mis Weber, ils ont donné une journée off à Weber. Excellent! Ils font de la prévention. Il n'est pas mort, là, il n'est pas fatigué là, mais il y a un back-to-back qui s'en vient. Les autres, ils veulent gagner 2 matchs. Fait que tu fais de la prévention. Fait que lui, il va être capable de jouer le back-to-back, puis ça va lui donner que dans 25, 30, 40, 45 matchs, ben, ils vont avoir encore du jus. T'sais. Si on regarde Ottawa, nous autres, de février jusqu'à la fin de l'année, on n'a presque pas pratiqué. Puis on est arrivé dans les séries, puis on avait du jus, puis on s'est rendu au 7e match de la finale de conférence. Puis personne ne s'attendait à ce qu'on s'en aille là. T'sais. C'est pas de donner congé parce que tu veux pas que tes gars travaillent. Tes gars viennent à l'arena pareil. Tes gars, ils sont en train de travailler, ils regardent les vidéos, ils apprennent le game plan, ils sont dans le gym, ils font tous leurs étirements, puis tout leur traitement. Fait que, ils passent la matinée pareil là. Fait que c'est pas de paresse, au contraire. C'est d'être intelligent quand c'est le temps. Il y a d'autres moments donnés, ben, tu veux pas leur donner un break parce qu'il y a eu des moments où il faut que tu leur rentres dedans. OK. Faut que je te quitte dans pas long, mais dans notre préparation d'entrevue, tu m'avais dit demande-moi sur Namestnikov, les sénateurs qui sont allés le chercher. T'en penses quoi de. Tu sais, je sais que les Rangers ont dopé un salaire, là, mais est-ce que ça peut quand même aider les sénateurs? Ben oui, je pense que, regarde, c'est un joueur de la Ligue nationale. C'est sûr qu'avec Tampa, il était pris avec tellement de talent là-bas, il n'y a pas grand place pour un bon joueur parce que c'est tous des excellents joueurs. Fait que, là, tu te retrouves à New York. Je pense qu'il y avait sa place, mais là, avec ce qui s'est passé récemment cet été, ben là, évidemment, là, c'est sûr que ça le prend de court un peu. Fait que, moi, je pense que c'est un joueur, je l'ai vu, je ne l'ai pas eu, mais je l'ai vu. On l'avait repêché à Tampa. Puis c'est un joueur qui a beaucoup de talent. Il est un peu léger. Mais c'est un gars qui a du talent, c'est un gars capable de jouer au centre, à l'aile gauche, à l'aile droite. Alors, moi, je pense que c'est un gars qui est capable d'offrir des très bons services dans une équipe, là, probablement à 3e ligne. C'est pour moi qui va décider où ce qu'il va être, évidemment. Là. Mais je pense que c'est un joueur qui peut apporter quelque chose. All right, Guy, la question était de JP Doyon qui t'a posé la question sur Namestnikov. All right, gros merci. T'étais mercredi aujourd'hui, mais on va te voir quand même demain jeudi, donc 2 jours de suite. On est en pre-game aujourd'hui, fait que demain, on va reparler de ce match-là qui aura lieu ce soir à Buffalo. Correct avec toi? Ben oui, absolument. Ça fait plaisir. Attention à toi, puis il y a des gens qui écrivent ça paraît que tu coaches plus, t'as l'air reposé. Les sœurs m'ont dit la même chose. Ils disent t'as moins de poche en dessous des yeux.
Ouais, tu as l'air plus jeune. On a eu ça, là. C'est vrai, là, Ah on oui, a eu ça, absolument. là, plus jeune. Plus jeune. Ouais, mais c'est parce que la vérité, c'est que ça fait 22 ans en ligne que je coach, fait que coacher, ça brûle. Ouais. Ça épuise. Fait que la vérité, là, j'ai assez de fun dans ma vie en ce moment, là. Écoute, je coach ma fille pour m'amuser. J'ai rebâti mon chalet. Ça fait des années que je voulais le faire, mais j'avais jamais le temps. On fait de la télévision, on s'en va, on jase. Je connais. Ouais, non, mais honnêtement, j'ai tellement de plaisir à faire ce que je fais. Là. Mon bucket list, là, ça fait 7 mois que je suis sur mon bucket list. Alors, j'ai énormément de plaisir. Fait que si j'ai l'air plus jeune, c'est encore bon pour mon épouse. Ouais. On la salue! All right, Guy. Ciao, mon chum. À demain. Oui, il y a Gilbert qui dit « J'apprécie tellement tout le côté humain que Guy amène dans l'équation. Merci d'écrire. » Jacques avait une excellente question sur Codé CC. Là, on la retiendra pour plus tard, mais il dit « C'est plaisant d'écouter le professeur Boucher. Il connaît son sujet, il l'a vécu. » On avait des questions aussi qui sont rentrées par rapport à Kyle Fleury et à Suzuki. Là, après combien de matchs? On s'est déjà posé la question, mais après combien de matchs, à un moment donné, ça ne fonctionne pas? Guy va être là demain. Exactement. On va être en après-match demain, puis Guy va être là demain. Donc, on prend ces questions-là. Il y a Steven qui dit Michel Terrien, c'était la salade de fruits, puis Guy Boucher, c'est la soupe aux légumes. Hey, écoute, j'ai oublié de dire. Ouais, Quand il a dit brasser les légumes, j'ai voulu dire faut que je pense demain. Hey, Guy, non, mais quand tu parleras à tes gars, dis jamais, les gars, on peut brasser les mêmes trios comme on veut. C'est comme soupe aux légumes. Même si on brasse les légumes d'une autre façon, ça reste les mêmes légumes. Tu peux pas traiter tes joueurs ben de légumes, là. Excellent, c'est excellent. Mais les éditeurs l'ont souligné. Je trouve ça bien cool. Il est là en plus. T'es pas parti, toi? C'est bon. Es-tu capable de le mettre on? Écoute, c'est drôle. En tout cas, c'est pas grave. Puis, il est là. Comment tu dis? Je suis là, là. On t'entend. T'as entendu pour les légumes? Ah ouais. Attends une minute, je t'attends demain, toi. C'est bon. Excellent. J'adore ça. Alors, on aura un combat demain entre Martin et Guy. On va mettre de la soupe aux légumes pour la brasse, c'est vraiment, ouais. Salut. Voilà, puis il y a Sylvain, je pense, qui écrit Guy en studio. Ben oui, Guy, on l'a eu en studio, mais tu sais, des fois, il est chez lui. Ouais. Donc, on est content de l'avoir quand même par Skype. Demain, je pense qu'il est encore sur Skype. Oui, puis je pense qu'il y a un voyage ici bientôt. Oui, mais je vais lui dire, amène les tableaux. On va se faire du tableau. Ouais. Good. C'est bon? Ben, bon match ce soir à tout le monde. Oui, merci. 19h, ça commence à 6h15, mais même avant ça, à 17h, vous allez avoir le 5 à 7. Je vais être là d'ailleurs, sûrement avec Gas. Okay. Avec Gas en train de m'assister sur le 5 à 7. C'est le fun. Donc, commencez avec le 5 à 7. On vient de nous mettre dans un écran Guy qui est chez eux. Ouais, c'est ça, qui nous regarde. Mais vous le voyez pas. Non, c'est comme l'œil de Dieu qui nous regarde exactement. sur l'écran d'en haut. Fait que oui, ça commence à 6h15 pour le match Canadien-Sabre et bien sûr le match à 19h Canadien-Sabre. Ça va être bon. Sur la route, le troisième. Ça va être rapide. Je trouve que c'est important que le Canadien arrive à la maison avec un 2-0-1 au lieu d'une fiche de 500. Donc, espérons que ça va marcher avec Cade. Luc Dansereau, gros merci. Salut, merci à tout le monde. Merci aux deux teams. Merci également à Roxanne. Oh, j'espérais que ça arrive pas, par exemple, ça. Puis, salut à l'œil de Dieu. Guy, bye, là. Bye, tout le monde.